Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est avec grand plaisir que nous allons vous présenter nos résultats 2016. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je voudrais présenter Vincent Touraille à ma droite, directeur général, Éric Moisseneau, directeur administratif et financier, et Pierre Schreiner, en charge des opérations du groupe. Je voudrais reprendre un petit peu la conversation là où nous l'avions laissée l'année dernière. Vous vous souvenez que l'année dernière, on vous avait indiqué que nous ressentions une activité importante dans la mesure où beaucoup de nos clients étaient partis en Chine ou en Inde et étaient revenus un petit peu déçus de leur expérience exotique. Et nous ressentions donc à l'époque, on vous l'avait dit, une activité qui était en croissance. Et on vous avait dit l'année dernière qu'on allait entamer une démarche d'accroissement de notre outil industriel pour le rendre plus efficace, plus important, de façon à faire face à la demande que nous ressentions déjà il y a un an. Nous allons donc vous parler de cette démarche que nous avons faite en 2016, qui était une démarche importante, en particulier Vincent, mais surtout Pierre, vous en parleront. Et ça a été un gros événement de 2016, ce ressenti que nous avons eu de cette demande et la mise à niveau de notre outil industriel pour faire face à la demande. Le deuxième événement important de 2016, c'est l'acquisition d'un nouveau centre de R&D situé à Porcheville, c'est-à-dire à 1 heure de Paris, qui appartenait à un groupe américain Covance et précédemment à Sanofi, que nous avons racheté en novembre de l'année dernière. Et l'idée est toujours la même, là on vous avait déjà dit ça l'année dernière, je m'excuse de le répéter, mais la R&D est chez nous quelque chose de très important. Et nous avons été très contents, très heureux de cette opportunité d'acquisition de ce site de Porcheville dont on va parler tout à l'heure, dont on va vous parler tout à l'heure, qui va nous permettre, si vous voulez, de prendre, d'accepter beaucoup plus de projets de R&D et de vendre aussi davantage de travail en R&D. Donc ces deux éléments dont je viens de parler sont les deux éléments les plus importants de l'année 2016. Le reste se développe, je dirais, normalement. Vincent en parlera. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, évidemment, ça sera peut-être une découverte. Pour ceux qui nous connaissent, ça apparaîtra peut-être comme quelque chose d'un peu banal. Donc, voilà ce que je vous propose. Par ailleurs, bien entendu, l'exercice d'aujourd'hui, c'est de répondre aussi à vos questions tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voudrez bien nous poser tout à l'heure. On est à votre disposition pour le faire. Voilà. Voilà le petit préambule que je voulais faire. Je vais passer la parole à Vincent qui va donc enchaîner sur un peu un rappel de notre groupe pour ceux qui ne nous connaîtraient pas beaucoup. Donc excusez-nous de nous répéter là, mais je crois que ce n'est pas forcément inutile. Merci beaucoup Christian. Donc bonjour à tous. Donc simplement je commence par ce qui fait je dirais notre particularité, qui sont notre vision, notre mission, nos valeurs et notre positionnement. En termes de vision, nous avons l'ambition de devenir un leader international. Nous sommes déjà parmi les grands fabricants de principes actifs au niveau mondial. Même c'est un marché très fragmenté, mais la taille de PCS est conséquente. On a la mission d'apporter des solutions. Notre savoir-faire, c'est d'être capable de monter en échelle des fabrications pour cette chimie fine, qu'elle soit pharmaceutique ou de spécialité, qui est un peu la haute couture de la couture traditionnelle qui est la chimie classique. Nos valeurs sont l'ambition, l'innovation, l'engagement et l'intégrité. Ces valeurs qui sont développées dans le groupe et qui sont issues, je dirais, de discussions internes avec l'ensemble de nos salariés. En bref, notre chiffre d'affaires 2016 a été de 192 millions d'euros. 7%, un petit peu plus que 7%, 7,3% de ce chiffre d'affaires est dédié à la R&D, comme le disait Christian, qui est un point important. Je dirais que c'est le moteur de l'entreprise. Une large exposition internationale, puisque presque 70% de nos ventes sont vendues hors de France. Nous avons 982 collaborateurs à fin décembre et 7 sites de production. Nos deux activités principales sont d'abord la santé, avec deux activités. L'un, c'est la pharma qu'on appelle exclusive, c'est-à-dire développée exclusivement pour un client. On fabrique les princeps des différents laboratoires pharmaceutiques et biotech. Et le deuxième segment de la santé, c'est les génériques, où on fabrique des principes actifs pour les génériqueurs. La chimie de spécialité, avec là aussi deux activités, les polymères d'un côté et la chimie de performance des additifs pour le travail des métaux de l'autre.
j'ai rappelé un petit peu l'histoire de PCS, qui est quand même une histoire d'une société créée il y a presque 55 ans, qui est une société qui a fait beaucoup de croissance externe et beaucoup de croissance interne, avec l'ensemble des sites repris que l'on a remis à l'occasion du rachat de Porcheville. Le groupe est un groupe, donc, comme je le disais, international. Nous avons, outre les sites de fabrication qui se trouvent en France, près d'Avignon, à Couterne, à Limay, à Bourgoin-Jallieu, ou en région parisienne, Villeneuve-la-Garenne, enfin Limay, et Porcheville maintenant, en centre de R&D, avec une petite photo qui est en haut à droite. Nous avons également un site au Canada et un site en Finlande. Une filiale Proteus, spécialiste de la biocatalyse, avec une plateforme de biotechnologie qui se trouve à Nîmes. Et 3 bureaux commerciaux, l'un en Allemagne, l'un aux États-Unis, à New York, et l'autre à Shanghai. Les ventes 2016 se répartissent ainsi, avec une répartition, je dirais, 68% sur la partie santé, 32% sur la partie spécialité. Sur la partie santé, la pharma exclusive est la partie la plus importante, et qui est la partie qui a cru d'ailleurs de façon plus importante en 2016, volontairement, puisque nous avons donné, je dirais, la priorité aux produits en lancement des différentes start-up ou des différents laboratoires pharmaceutiques sur la partie générique. Pour une simple raison, c'est que, comme le disait Christian, nous avons monté nos capacités de fabrication, on était un peu contraints par ces capacités, et nous avons donné la priorité aux produits en développement, sachant que dans le cadre des génériques, les différents clients que nous pouvons avoir ont souvent 2 ou 3 fournisseurs. Sur la partie performance, donc 17% de notre activité, et sur la partie qu'on appelle Advanced Specialties, qui regroupe la microélectronique et les polymères, 16% de notre activité. Nos ventes sont réparties en dehors de la France, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, et un petit peu sur le partie Moyen-Orient et Pacifique. L'effet marquant 2016, c'est la poursuite évidemment de l'optimisation de l'outil industriel, avec une utilisation croissante de nos capacités, puisque nous avons amené un certain nombre de nos sites à fonctionner en 7 jours sur 7. Nous avons fait de nombreux investissements avec une particularité, c'est que nous n'avons pas arrêté les sites dans le cadre de ces investissements. Pierre reviendra sur ce point-là. On a, dans certains cas, et c'est le cas du site de Limay, complètement chamboulé et investi sur la partie finition, avec un investissement relativement important. Nous avons géré nos sites par les flux, en pilotant par une supply chain qui a été renforcée. La R&D et l'innovation nous ont permis de lancer plusieurs produits en phase clinique 2 et 3 pour des clients comme Gilead ou Colucid. Nous avons acquis, comme le disait Christian, le site de Porcheville et augmenté par là même notre capacité de recherche et développement, qui est un vecteur extrêmement important des ventes et des fabrications futures. Nous étions contraints là aussi en termes d'occupation. Nous ne pouvions embaucher de nouveaux collaborateurs en R&D parce qu'on était avec une R&D disséminée sur nos sites et qui était contrainte, on n'avait plus la place. Et pour faire face à cette forte demande, il fallait absolument trouver une solution. Et cette solution qu'on a construite a été l'acquisition de Porcheville. Et on le verra, mais ce site de Porcheville nous permet également et depuis lors, on a embauché environ une vingtaine de collaborateurs supplémentaires en R&D, accroissant par là même de 20% notre possibilité de recherche et développement. Nos portefeuilles de clients internationaux sont importants, avec 80% de notre chiffre d'affaires qui provient de clients qui ont un chiffre d'affaires eux-mêmes qui dépasse le milliard d'euros. Nous avons également développé nos produits propriétaires en déployant toujours des ventes à l'international sur plusieurs génériques, dans le traitement de l'asthme, dans les antisécrétions gastriques, les anti-allergiques ou des agents anti-hormonaux. Nous avons lancé une nouvelle gamme de produits en chimie de performance qui sont des produits soufrés clairs pour le travail des métaux et qui se situent, je dirais, dans le haut de gamme des produits sur le marché. Et nous avons augmenté nos capacités pour un polymère technique fabriqué pour le compte d'Arkema, mais pour lequel nous commercialisons la partie, je dirais, médicale, qui est le polymère PEKK. Effet marquant, donc juste cette photo du centre de R&D de Porcheville, qui est tout près, comme le disait Christian, de notre site de Limay, et qui est une vitrine de la partie R&D de PCS et de son innovation. Ce centre de R&D regroupera l'ensemble de nos collaborateurs, les différentes
équipes de R&D qui sont sur les différents sites de fabrication se retrouvent maintenant toutes transférées sur le site de Porcheville. Il reste maintenant le site à Longjumeau, une trentaine de personnes en R&D qui sera transférée en milieu d'année sur ce site de Porcheville. L'ensemble comprend des laboratoires. Ce qui est très important pour nous et ce qui nous avait amené autrefois à lancer un partenariat avec la société Nanocine pour faire PCS Nanocine en Californie. On a également 6 suites de Kilolab. C'est la partie juste après les laboratoires qui permet de préparer des produits en phase clinique 1 et 2. Et ça intervient avant, et je préciserai un petit peu après pour vous expliquer un petit peu où se situent nos activités. Ça intervient avant les phases pilotes et avant les phases de fabrication. Donc on a renforcé cette possibilité de développer de nouveaux produits. Je vais laisser Pierre parler de la mise en place de l'excellence opérationnelle au sein du groupe. Donc oui, concernant les opérations, je vais résumer ça en 5 points. Le premier, c'est la réorganisation des compétences. Et vous vous souvenez, l'an dernier, nous avions présenté ça sous une forme de pavé. Donc l'un de ces pavés concernait les compétences que l'on mettait en place, notamment en mettant beaucoup d'ingénieurs dans nos sites pour améliorer les procédés, la qualité de nos produits, et ceci pour utiliser au mieux nos équipements et accroître la flexibilité des installations. Le deuxième point, c'est nous sommes en train de refondre la supervision de nos équipes de production, c'est-à-dire la partie opérateur. Donc nous changeons tout le management de proximité afin d'orienter ces managers vers moins de technique, plus de management, et emmener les opérateurs vers la polyvalence, une augmentation de leurs compétences, avec des plans de formation qui seront beaucoup mieux établis et très précis et très suivis. Et ceci est absolument nécessaire quand nous sommes dans une phase de croissance, puisque nous faisons également beaucoup d'embauches, donc il faut former les entrants également. Le troisième point concerne la gestion des flux, donc, dans lesquels nous continuons à accroître les compétences de gestion de la supply chain, afin de réduire les délais que nous donnons à nos clients et accroître également la fiabilité du service que nous donnons à nos clients. Et ceci tout en réduisant les stocks. Enfin, le dernier point, c'est la mise à niveau. Alors là, ce sont les investissements dont Vincent a déjà parlé tout à l'heure. Nous avons fait de gros investissements, notamment sur le site de Limay. Nous avons complètement mis à niveau la partie finition de nos procédés, qui est en fait la partie la plus sensible dans le monde de la pharma, puisque votre produit à ce moment-là devient de la poudre. Il est beaucoup plus sensible à tout ce qu'il peut y avoir comme pollution. Donc avoir des salles blanches extrêmement propres dans cette partie des procédés est absolument importante pour pouvoir se placer vis-à-vis de nos clients comme étant un fournisseur majeur en termes de qualité dans ce métier. Donc nous avons fait des gros travaux sur le mois à Limay qui nous ont occasionné d'ailleurs des retards de production, pour la raison dont a parlé Vincent. C'est-à-dire que nous avons fait ces travaux en même temps que nous avons fait la production. Donc cette coexistence de deux activités a provoqué des retards que l'on a ressentis jusqu'en fin d'année. Et puis enfin, le dernier point qu'avait évoqué également Vincent, c'est-à-dire le travail 7 jours sur 7, qui concrètement se fait en mettant en place des équipes supplémentaires de façon à tourner dans un régime permanent que l'on appelle du 5-8. Et donc là, nous avons complètement réorganisé les équipes de production, nous avons embauché des personnes, et toutes ces personnes-là ont changé leur rythme de travail également. Donc aujourd'hui, tous nos sites sont sur ce régime de 5-8. Donc ça, c'était également une grande modification qui a eu lieu dans cette année 2016, et dont nous espérons maintenant en 2017 avoir la pleine puissance. Voilà donc pour les faits marquants en 2016 dans les opérations. Merci beaucoup Pierre. Donc si on reprend donc les positionnements de PCS, donc de marché avec deux dynamiques, je dirais un peu différentes. Tout d'abord le marché de la chimie pharmaceutique avec un marché des API qui est un marché avec une croissance de 5 à 6% par an. C'est un marché qui est qualifié de stable et résilient et sur lequel PCS est présent en fabriquant des intermédiaires, des principes actifs exclusifs et des principes actifs génériques. Et un marché de la chimie
avec une grande diversité des applications, puisque la chimie, on dit que c'est l'industrie des industries, qui connaît une croissance de 3 à 4% par an, qui devrait croître de 3 à 4% d'ici 2020. Avec un PCS qui est sur des niches de fabrication, le travail des métaux, les polymères spéciaux et la microélectronique. Et je dirais à ce propos qu'on a réorienté un peu notre portefeuille Adzone Specialties. Comme vous le savez, on a vendu toute la partie parfumerie, qui était une activité historique de PCS, qui a été vendue début 2016, en janvier 2016, au groupe Nactis. Donc des moteurs de croissance rentables pour le groupe, avec quelques dynamiques que je peux détailler. D'abord, de plus en plus de petites molécules pharmaceutiques qui sont présentées. Des barrières à l'entrée dont parlait Christian, qui sont de plus en plus importantes, puisque nos clients requièrent une qualité exceptionnelle. On se qualifie, on a la volonté d'être irréprochable dans nos fabrications. On a très très peu de requêtes en termes de qualité. On a même fait une étude auprès de nos clients qui considèrent que les produits PCS sont d'excellente qualité. On était très fiers de ce point-là. Les grands laboratoires pharmaceutiques ont tendance à externaliser de plus en plus ces fabrications parce que le modèle des blockbusters est battu en brèche. Ces sociétés ont tendance à fabriquer de plus en plus de petits, mais sur des plus petits volumes, et leurs propres unités de fabrication ne sont pas prêtes pour l'instant à fabriquer ces petits volumes. Ils ont construit leurs unités de fabrication sur le modèle ancien des blockbusters. Des fusions significatives dans ce secteur qui ramènent également ces grands donneurs d'ordre pharmaceutiques à réduire leur capacité de fabrication en principe actif pour se focaliser sur leur partie R&D et sur leur partie distribution. Et une tendance forte à la relocalisation des développements qu'on a fortement senti, qu'on ressent depuis 2 ans, tant sur la partie générique que sur la partie développement principe actif. Les tendances propres à PCS, c'est un large éventail d'expertise, une offre de services très modulable, on va du développement à la production. On a des sites qu'on monte, comme le disait Pierre, de plus en plus à un niveau irréprochable, de façon à ce que les clients viennent naturellement vers nous en recherchant de la qualité. On a un très bon track record avec des sites qui ont été audités par la FDA, par le MEA, par la NSM. Un partenariat étroit et de long terme avec de nombreux clients sur la partie nord-américaine ou sur la partie japonaise, un bon pipeline de projets au niveau R&D et beaucoup de clients biotech et medtech ou start-up et une flexibilité importante pour répondre aux exigences de ces différents clients. Et un pricing power un peu plus fort qui nous permet de monter un petit peu nos prix. Et à ce nouveau centre de R&D qui sera une plateforme d'excellence pour justement développer encore plus cette partie technologique. J'ai juste repris ici la dynamique du marché des API qui, avec, je dirais, 2 parties. La partie captive, donc c'est la partie fabrication des API par les laboratoires pharmaceutiques ou par leurs filiales, et la partie dite commerciale, qui est la partie sur laquelle nous agissons. Donc nous sommes sur un marché de 150 milliards d'euros, donc c'est un marché très important. Et je dirais que les tendances du marché, comme je le disais, sont, je dirais, un développement d'abord des principes actifs, tirés par les génériques et les nouveaux produits, mais également, certainement, à une externalisation des produits de plus en plus importante. Donc nos activités santé, comme je le disais, sont répertoriées en partie exclusive et partie non exclusive. Exclusive, un produit, un client, un accord de confidentialité et très peu, je dirais, de commentaires ou de publicité sur le travail qu'on fait, puisqu'on est sous accord de confidentialité. Les ventes représentent 43% des ventes totales. On fabrique environ 80 produits. Le top 5 des produits, c'est 40% de nos ventes. J'insiste sur ce point parce qu'aucun de nos clients ne dépasse 6 à 7% du chiffre d'affaires global de la société. On a une très bonne répartition de l'ensemble de nos produits, de l'ensemble de nos clients. 129 clients sur la partie exclusive, plus de 300 clients sur la partie générique, c'est normal, mais on en compte environ 70 avec des ventes supérieures à 500 000 euros. Sur la partie non exclusive, on cite 4 produits, mais on a une cinquantaine de Drug Master File ou de CEP, qui sont des produits qu'on vend et qui sont connus, je dirais, sur les différents continents. La partie pharma exclusive est une partie sur laquelle, dans la chaîne de valeur des API, PCS intervient
Après les matières premières, sur la partie qu'on dit intermédiaire non GMP, sur ces sites de fabrication comme Couterne et Bourgoin, sur une partie intermédiaire GMP, c'est-à-dire sous bonne pratique de fabrication, ce sont des pratiques avec des règles qui sont édictées par les ICH et donc qui sont revues par la NSM ou par la FDA. Et PCS, sur les intermédiaires GMP, fabrique ses propres intermédiaires GMP avec une intégration qui est assez unique et qui nous permet de parfaitement contrôler ces produits. Et contrôlant ces produits, ce que le laboratoire pharmaceutique cherche à éviter, ce sont toutes les impuretés inconnues qui pourraient arriver sur la fin, sur la production, sur le produit fini. Et quand on contrôle au plus tôt les produits qu'on fabrique, on a moins de surprises. Et l'une des particularités de PCS, c'est de fabriquer ses propres intermédiaires GMP, de ne pas aller les acheter en Chine et de ne pas être dépendant de variations qu'il pourrait avoir en termes de qualité sur ces intermédiaires non GMP ou GMP. Le cycle de vie des API, on intervient également, donc, et ça sera encore plus vrai avec Porcheville. On a une répartition de notre pipeline de projets sur des phases 1, sur des phases 2, sur des phases 3 ou des enregistrements des phases commerciales, ce qui nous permet de pouvoir lancer en termes exclusifs un ou deux produits par an avec les clients, et on fait très attention à cette répartition. Les activités de cette partie pharma exclusive, c'est ce développement personnalisé de toutes ces phases précliniques et cliniques, les phases 1 et 2, les phases 3. Notre métier, c'est d'être capable de mettre au point les procédés industriels et de faire, je dirais, tout l'accompagnement de ces procédés avec un développement analytique qui est de plus en plus important. C'est-à-dire que nos clients nous demandent quasiment d'avoir maintenant un PhD, un docteur ingénieur, travaillant avec un analyste, puisque la grande particularité, cette élévation, je dirais, des normes en termes de qualité, impose un contrôle strict de l'ensemble des productions et de l'ensemble des impuretés qui pourraient être générées lors de ces productions. Donc on est obligé d'avoir un développement analytique extrêmement puissant et des outils analytiques de plus en plus puissants qui nous permettent de traquer la moindre impureté. On intervient également dans la commercialisation et dans l'intensification des procédés. Là, c'est les usines qui se chargent d'améliorer encore et encore les procédés de fabrication pour réduire les coûts de revient. On fait de la production sur mesure en accroissant justement les échelles, et on fabrique également, et ça c'est pas moindre et c'est en développement, de nombreux excipients fonctionnels ou des matériaux GMP qui interviennent en plus des principes actifs, notamment des polymères qui sont utilisés pour retarder la diffusion du principe actif dans l'organisme, des polymères qui sont biodégradables. Sur la partie non exclusive, donc je dirais qu'elle est très proche de la partie exclusive, mais on se focalise sur les deux dernières étapes, sur les API, donc qui sont des API génériques. On ne fabrique exclusivement que le principe actif qui est vendu ensuite à des génériqueurs. Et on est sur le deuxième cycle de vie des produits, qui peut être parfois plus important que le produit quand il était dans sa phase princeps. C'est arrivé sur de nombreux produits. Un de nos gros produits, l'oxybutinine, était un petit produit quand il était lancé en termes de princeps, et il est devenu en termes de générique parce que certains de nos clients l'omettent sous forme de patch, sous forme de gel, sous forme de capsules, relancent ce produit, et ces produits retrouvent une seconde vie et parfois se développent davantage que lorsqu'ils étaient sur leur partie princeps. Donc nous avons environ 40 produits au catalogue, 4 zones de commercialisation avec une croissance géographique sur la partie non exclusive, donc principalement bien sûr en Europe, mais beaucoup en Amérique du Nord, qui est un marché très important pour nous au niveau générique, en Amérique du Sud et en Asie. 4 sites de production qui sont approuvés par la FDA et qui fabriquent ces produits. Sur la partie chimie de spécialité, les principales tendances, les principales vues de notre marché, c'est le développement bien sûr du polymère PEKK en association avec Arkema et pour le compte d'Arkema. La compétence qui nous est reconnue de fabrication de polymères low métal pour le marché de la microélectronique, pour le marché de ces écrans, ces nouveaux écrans courbes qui nécessitent davantage de couches de polymères pour, je dirais, avoir une meilleure présentation visuelle. Et des contrats qu'on a en Asie et en Allemagne sur la partie additifs et lubrifiants industriels.
On a nos deux particularités, Proteus, qui est notre plateforme technologique, qui se développe et qui travaille beaucoup pour la partie pharma, et Enersens, qui est notre start-up de développement de matériaux isolants, qui est en cours toujours d'investissement et de fabrication d'un isogel de silice qui devrait être un très bon isolant, un super isolant. La tendance des marchés sur la partie chimie de spécialité est une tendance en croissance. Alors, nous sommes bien entendu sur une niche. Le travail des métaux est une niche du travail des lubrifiants. C'est un marché de 13 à 15 milliards de dollars, d'euros, qui est en croissance de 2 à 3% par an. De la même façon, sur le marché des produits chimiques pour l'électronique, sur lequel nous sommes présents, et là aussi sur une niche qui sont les polymères low-métal, nous sommes sur un marché qui est en croissance de 5 à 6% par an. Nous sommes donc sur la partie spécialité, sur des cycles et des activités plus diversifiées, avec des cycles différents du marché de la santé, ce qui explique d'ailleurs notre présence sur la partie spécialité. C'est une composante importante pour nous. Cette chimie est donc répartie, comme je le disais, entre chimie de performance. Nous avons 17% de nos ventes totales, environ 140 produits qui sont des additifs lubrifiants anti-corrosion ou des produits lubrifiants sur mesure, et on compte les plus grands noms. Tous n'apparaissent pas ici, mais certains ne souhaitent pas apparaître, qui sont les plus grands noms des pétroliers. Sur la partie Advanced Specialties, donc les polymères et les produits pour la microélectronique, et également des produits cosmétiques, puisqu'on a continué notre activité cosmétique. Sur les éléments financiers, je vais passer la parole à Eric qui va vous détailler le chiffre de l'année. Voilà. Merci Vincent. Donc quelques chiffres clés pour commencer. Bon, le chiffre d'affaires a été présenté, je dirais, en amont. Donc c'est une progression de 7,2% par rapport à l'année dernière. Donc on a réalisé 192 millions en 2016. Sur l'EBITDA, on est vraiment un EBITDA qui est stable et en fait ça peut être la déception, je dirais, sur les chiffres qui sont présentés, mais c'est vraiment la résultante de ce que vous a expliqué Pierre, de ce que vous a expliqué également a effleuré Vincent, mais qu'on pourra développer. C'est vraiment la résultante de charges d'exploitation, je dirais, supplémentaires sur l'année, liées à tout ce processus de transformation dans lequel on est engagé. Il y a vraiment de la transformation liée donc aux opérations, Pierre en a parlé. Il y a également, je dirais, de la transformation puisqu'on a franchi un seuil dans notre niveau d'investissement et c'est ce qui était un petit peu, je dirais, problématique sur l'année 2016. C'était un petit peu une courbe d'apprentissage sur la gestion notamment des investissements. En résultat net, on a néanmoins, je dirais, une progression par rapport à l'année dernière. Donc en général, c'est toujours un petit peu louche quand on parle de résultats retraités, mais il faut bien se rappeler que l'année dernière, et on l'avait signalé comme ça, notre résultat net qui était à hauteur de 8,8 millions d'euros intégrait un produit d'assurance sur un incident que nous avions eu sur notre site de Couterne avec un effet de 2,9 millions d'euros. Donc retraité de cet effet de produit d'assurance, on a une progression de notre résultat net de 12%. Je prends juste la parole pour vous parler de cette croissance du chiffre d'affaires. Donc une croissance du chiffre d'affaires est pour la première fois, je dirais depuis longtemps, une croissance du chiffre d'affaires qui a à la fois lieu côté santé et également côté spécialité, avec une vraie reprise côté spécialité, avec de nombreux projets, notamment dans le domaine de la microélectronique pour l'Asie, qui se développent. Donc une croissance de 7,6% en synthèse pharma, de 6,4% en chimie de spécialité, qu'on salue parce qu'on avait, côté Advanced Specialties, un petit peu moins de croissance depuis 3 ans. Alors sur la partie santé, vous verrez une forte croissance sur la partie exclusive et on a un peu contraint la partie générique à, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, à ne délivrer qu'un minimum pour laisser la place à ces nouveaux produits qu'on a lancés en partie exclusive. Alors je reprends la main sur la présentation des résultats de façon un tout petit peu plus détaillée et pour vous montrer clairement cet effet de retraitement. On a une colonne 2015 retraitée et vous voyez que ce produit, je dirais, d'assurance avait un impact donc sur la ligne des autres produits et charges non opérationnelles. Là c'est le produit de l'indemnité d'assurance et également un effet d'impôt payé lié à cette prime d'assurance, donc l'effet dont je parlais tout à l'heure de 2,9 sur les résultats nets.
Donc, mettons ça de côté. Autrement, donc, notre EBITDA est stable et se situe à 27,3 millions en 2016. Notre EBIT a enregistré une progression légèrement supérieure puisqu'on est passé de 15,6 à 16,2. C'est tout simplement parce qu'on constate un effet, je dirais, amortissement sur les investissements qui sont d'ores et déjà montés en puissance l'an passé. Autrement, les charges financières, là il y a des éléments particuliers, c'est-à-dire ce résultat financier est affecté par des effets liés à nos couvertures, différences de change et couverture de change. Sinon, notre charge, je dirais, d'intérêt, elle se situe à environ 3,4 millions d'euros. Le reste, ce sont des pertes de change ou des revalorisations de nos contrats de couverture au cours de clôture. Juste, je m'arrête là-dessus pour anticiper peut-être une question. En 2015, nous avions des pertes de change donc liées à la variation du dollar sur l'année. Et cette fin d'année, là c'est un effet qui est complètement différent. Les 2 millions que je signale là, c'est une revalorisation de nos instruments de couverture au cours de clôture. Souvenez-vous que le dollar a évolué très fortement après les élections américaines. Et donc on a des instruments de couverture qui sont, je dirais, à peu près valorisés à 1,11 de parité, alors que le cours de clôture était à 1,05. Donc le résultat net, donc, voilà, vous l'avez, il est en progression de 5,9 millions à 6,6 millions. Un autre élément, je dirais, défavorable sur l'année, c'est notre dette nette, puisqu'elle est passée de 35 millions à près de 49 millions d'euros. Et là, c'est un effet BFR, donc un effet dans les comptes clients et un effet dans les stocks. Donc ça, c'est lié à cette activité très très forte, je dirais, de fin d'année, parce qu'on a réussi, je dirais, à monter, à vraiment réaliser des productions assez records en fin d'année liées justement post-mise en place de ces nouvelles organisations. Et vous constaterez, on a également une activité forte, notamment sur le premier trimestre de 2017. Sur les éléments donc, du bilan, très clair, vous voyez donc les éléments de stock, c'est plus 7 millions par rapport à l'année dernière. On avait le mouvement tout à fait inverse entre 2014 et 2015. Et au niveau des clients, c'est 11 millions. Au niveau du passif du bilan, là c'est assez simple, c'est, je dirais, l'effet du remboursement de notre OPSAR. Vous vous souvenez que l'OPSAR était à échéance fin 2016, donc elle a été entièrement remboursée. Et nous avons mis en place le crédit syndiqué de 20 millions que nous avions négocié avec notre pool bancaire en fin d'année 2014. Au niveau donc, des flux, bon, malheureusement, si je dirais, c'est assez simple à commenter. On avait un effet bénéfique au niveau, tout se passe au niveau du BFR. On avait un effet bénéfique au niveau du BFR, c'était un effet stock l'année dernière. Et cette année, on a un effet défavorable au niveau du BFR, c'est clients et stock. Vous voyez que par contre, on a maintenu notre niveau d'investissement, je dirais, conséquent. Vous voyez également, mais ça on l'avait déjà présenté au semestre, qu'on a procédé à la deuxième partie de notre augmentation de capital avec Enersense, souscrite par PCS et par l'ADEME. Vous voyez que l'on a donc le dividende. Donc là, en effet cash, vous avez le solde du dividende de l'exercice précédent et la compte sur dividende qui a été décidé par le conseil d'administration de septembre 2016. Donc c'est 2 fois 800 000 euros. Et en variation nette des emprunts, c'est uniquement la mobilisation du crédit d'impôt recherche de l'année 2015 qui a été effectuée en fin de premier semestre 2016. Ensuite, vous avez une slide qui représente, je dirais, à la fois l'actionnariat, l'évolution du cours de bourse ainsi que le calendrier financier pour l'année en cours. Au niveau de la répartition du capital, pas de modification, je dirais, significative. Au niveau du cours de bourse, vous voyez que sur l'année 2016, on a une progression de 88%, qui a fait suite à un doublement du cours en 2015. Et sauf erreur de ma part, on est légèrement au-dessus du cours de janvier après clôture de la bourse ce soir. Notre calendrier financier, alors les petites coquilles, on ne commence pas par le commencement, on publiera notre chiffre d'affaires du premier trimestre le 20 avril. Bon, ça manque sur cette slide.
On tiendra notre assemblée fin juin et ensuite on publiera donc notre chiffre d'affaires du premier semestre mi-juillet, nos résultats du premier semestre début septembre et le chiffre d'affaires du troisième trimestre le 7 novembre 2017. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que nous allons, sur cette année 2017, constater une nouvelle croissance de notre chiffre d'affaires sur l'ensemble de nos activités, sur la partie santé comme sur la partie de spécialité. Notre budget est établi ainsi, avec une progression du résultat que l'on estime, là, cette fois-ci, plus conséquente. On veut maintenir un équilibre de PCS sur ces marchés, à la fois spécialité, à la fois santé, même si notre dominante est santé, en exploitant l'organisation qui a été mise en place sur, je dirais, Q2, Q3 2016. On veut accélérer le positionnement de nos produits et pour cela, déployer sur Porcheville l'ensemble des équipes R&D, développer de nouvelles technologies, une nouvelle offre technologique, puisqu'on va développer certaines nouvelles offres dans le domaine de la chimie, et l'excellence et la synergie des équipes. Là, je vous remercie. Merci.